l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends en Angleterre cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Lorsque le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance de Londres son appel à continuer le combat, en Bretagne, au large de la Pointe du Raz, sur l'île de Saint, la vie des Senans était à peu de choses près la même qu'au début du siècle. Pourtant, ce sont eux qui, parmi les premiers, rallieront le général de Gaulle. Mon père était matelot avec un autre bateau, sur un autre bateau. Alors, c'était pas tout gai, la vie, à ce moment-là, non plus pour nous. Il manquait beaucoup de choses, surtout l'hiver. Mais enfin, on a fait avec ce qu'il y avait. À Saint, il y avait que, en principe, il n'y avait que ça. C'était la pêche et rien d'autre. Pas de moteur à l'aviron, la voile, et c'était comme ça, tout un métier. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait bien dire ça. Ben, il n'y avait pas mieux. C'était notre métier, puis c'était comme ça. Oui, moi, j'ai commencé à aller à la mer, là j'avais 13 ans, hein, et j'avais 18 ans quand je suis parti, quoi. Meediwan Paul. Ag evel just ne gade ket sa dot keda nød adra emma gade vor me nød dropis ma khoner hein PAV c'est pesqueur c'est vel just pegur gade grille de la Christi me elle grille che calza pris keda nød se der baris nam der sur on allait laver le linge, on passait la journée à travailler. Il n'y avait pas de machine à laver, vous savez bien ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas d'eau non plus. Il n'y avait pas d'électricité. Et tous les champs là qui sont autour du phare et tout autour de l'île ici, même là, tout ça a été travaillé. Là, il n'y a pas un morceau de terre. Ah oui. Nous commençons à mettre du guimau sur nos champs au mois de novembre. Et puis après, on commence à aller travailler vers le mois de février, quoi. Au Bégarhal, là-bas, là où on ne voit plus de petits champs, là, eh ben, c'est là qu'on mettait les premières pommes de terre. Mais vers le phare, c'était la réserve pour l'hiver. En hiver, si les hommes étaient à terre, ils nous donnaient la main, mais autrement, c'est nous autres. Et pour porter le guimau en haut, pour fumer nos champs, eh ben, c'était nous sur la tête hein, qu'on portait ça. On n'avait pas de petite voiture à ce moment-là. Hein. C'était pas la joie, hein, franchement, hein, c'était la misère à ce moment-là aussi. Hein. C'était parce que mon père ne gagnait pas tellement, il n'y avait que moi qui étais en mer. Alors, ben, c'était pas gai tout ça. Hein. Oh, avant-guerre, sur le plan politique, à Lille, ça ne posait pas de problème. Lille était traditionnellement de droite et l'opposition, si on peut appeler de ce mot, de gauche, était pratiquement inexistante. Les pouvoirs temporels et spirituels se sont toujours très bien entendus. Les graves décisions, bien sûr, étaient prises par le maire et son conseil municipal, mais le recteur de Lille
avait son mot à dire. Le pouvoir du recteur, si vous voulez, sur la population, n'est-ce pas, et le pouvoir du clergé, en un mot, a toujours été très important. Alors dans les années 30, donc avant-guerre, la situation scolaire se résumait de la façon suivante. D'un côté, il y avait l'enseignement libre, puis de l'autre côté, l'enseignement laïque. L'école libre des garçons, à peu près, avait dans les 90 élèves, répartis en 2 classes, et ces 2 classes en 3 divisions. Et l'école des filles, l'école des filles, où nous sommes actuellement, n'est-ce pas, avait également à peu près le même effectif. Et alors, l'école laïque a été toujours avec un effectif très minoritaire, mettons au maximum 4-5 élèves, mais toujours avec un instituteur à longueur d'année. La foi était très vivante, et puis il fallait voir les processions, c'est comme s'il y avait des grandes fêtes, quoi. Tout l'île participait à ça, la bénédiction de la mer. Il y avait des chants très anciens, alors on connaissait les cantiques bretons par cœur. Je voyais ça avec mon idée de gosse. Il y avait la messe du matin. S'il fallait communier, il fallait aller à la messe 7h30, parce qu'il fallait être à jeun. Il fallait à 7h30. Après, il y avait la grand-messe à 11h. Un dimanche du mois, il y avait adoration du Saint-Sacrement à 1h. Chapelet à 1h30. Vêpres à 3h. Prière du soir à 7h du soir. Si on n'allait pas, ah ben, c'était conseil de guerre. Hein. C'était conseil de guerre avec les parents. Ah oui. Et souvent, il fallait qu'on aille à la prière du soir encore, quand il y avait la prière du soir. Alors, ben, c'était pas gai non plus. Tous les dimanches, ceux qui peuvent, quoi, vont sur leur mort, quoi. Ici, le mort fait partie de notre vie, quoi. Hein. Moi, voyez-vous, j'aime bien aller au cimetière, mais j'aime bien trouver à la maison, je trouve mon mari, je trouve ceux qui sont partis. Et c'est essentiel dans notre vie, ça c'est lié à notre vie, quoi. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises... En juin 40, le temps était absolument exceptionnel. Ce fut un printemps absolument exceptionnel par sa douceur et son soleil. Et dans la douceur de ce climat exceptionnel, c'est un pays qui s'effondrait, avec ses armées en déroute, son gouvernement aux abois, son parlement qui se déplaçait avec l'ennemi à ses trousses, ses traditions, ses grands hommes, tout disparaissait. Et les routes de France, c'était quelque chose d'épouvantable. On avait l'impression, parce que je les ai vues, j'ai eu l'occasion de les voir, que ces routes de France, elles charriaient au fond toute la misère d'un peuple. On était là le 18 juin 40, avec un chargement d'araignées. On était venus pour vendre sur le quai comme on faisait avant. Et finalement, ben, on n'a rien vendu du tout, parce que on ne pouvait pas marcher, tellement de monde descendait partout, là, et
C'était la débâcle, hein. Tout le monde, les grands bateaux partout, autant d'embarquer des troupes, je sais, moi. Alors, on est parti. C'est la débandade qui a commencé, quoi. Quand ils commençaient, les Allemands arrivent, et puis le feu à Brest, et la fumée qui est tombée sur nous, le vent d'Est, là, puis il y a eu un bombardement de bateaux dans le Rotsin, là aussi, les gens ont eu peur, hein. Ben, ils n'avaient jamais vu, hein. Les gens se disaient, on va être canard, ben, c'est 4 matins à l'île, aussi, hein. Alors les gens étaient partis de leur maison, il y en a qui ont été là, à côté du Guibeur, et un peu là, passer la nuit, hein. Parce qu'on croyait qu'on aurait été bombardés aussi. Le 18, le général de Gaulle parle à la BBC et Jean-Simon et moi, nous lisons le lendemain dans un journal de Marseille sous un titre approximatif qui s'intitule, le titre, je m'en souviens, c'était un appel à la guerre à outrance. Et c'est un extrait d'ailleurs assez mal transposé de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et ce qui montre bien le désordre dans lequel vit la France à ce moment-là, c'est que la censure qui existait, puisque nous sommes en temps de guerre, ne s'aperçoit pas que cet appel ne correspond pas exactement à ce qui est le vœu du maréchal Pétain et du gouvernement qu'il a formé. Et le laisse passer. Ça a été le cas d'ailleurs d'un certain nombre de journaux français. Ne transparaissait pas ici à l'île de Sein la figure du maréchal Pétain. On n'en parlait pas. La seule personne dont on parlait, c'était l'appel de ce général qui avait été lancé de Londres. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. C'est ici qu'on a entendu l'appel de Londres du général de Gaulle. Alors tous les Iliens se rassemblaient là, à côté du quai, jusqu'ici, même là, partout, pour venir écouter ce poste-là. C'était un des rares postes qu'il y avait à l'île. Et nous allions tous les soirs sur le quai, là, devant chez Madame Menou, qui avait la gentillesse de mettre son poste sur le rebord de sa fenêtre, et nous allions écouter les informations. Au phare, il y avait également des postes à accus, n'est-ce pas, parce que nous n'avions pas d'électricité quand même. Ouais. La nouvelle jusque-là que l'on essayait d'avoir, c'était toujours Radio Paris, avant que Paris ne soit occupé. Paris a dû être occupé aux environs du 18. Hein. Les Allemands sont arrivés à Rennes dans la journée du 18 au 19 juin, n'est-ce pas? Donc s'approchant de la pointe de Bretagne. L'information est venue du maître de phare. Le vendredi, donc 21 juin, lorsqu'il a écouté sa radio, il a entendu l'appel, et lorsqu'il est venu au bourg le soir, il a dit « Demain, il y aura un général qui parlera à la radio de Londres ». Quand le poste a été mis, là, la fréquence qui a été cherchée était la fréquence de Londres. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Ça commençait déjà à bouger à Saint après l'appel du général. Et alors, nous, les jeunes, on ne savait pas quoi faire, bien sûr. C'était pas évident de prendre une décision en 18 ans. Hein. Et surtout, aller où? Au départ, on ne s'improvise pas comme cela. Il faut premièrement trouver le bateau, il faut le carburant, il faut un équipage, et puis savoir où on va. Alors, le point de chute, c'était l'Angleterre, c'était certain. Mais tous ont été conseillés par le recteur, lorsqu'ils sont venus le voir, d'attendre et qu'il se préoccupait de la question avec des personnes compétentes. En l'occurrence, les patrons pêcheurs et le maire. Et le lundi matin, 24 juin, le maire de l'île a reçu un coup de téléphone de la préfecture de Quimper, lui disant de faire diriger les militaires qui se trouvaient à l'île de Saint sur Quimper et de prévoir le recensement des jeunes gens
et des marins de l'île. Il est venu en parler au recteur de ce coup de fil un peu avant midi qu'il avait reçu. Et à l'entretien, il n'y avait personne d'autre que le maire et le recteur, il n'y a pas eu de témoin. Mais le recteur a décidé de brusquer les choses et de faire une réunion à 14 h ici au presbytère de l'île de Saint pour envisager les modalités d'un départ. Là, ce qui s'est passé, on n'avait pas une chose, la première chose c'était de tailler la route, de mettre les bouts. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rester là. Parce que si on restait là, on se ferait ramasser comme des pigeons, déjà sur le continent. Les gens sont les ramasser, surtout à notre âge qu'on avait à 18 ans, c'était nous les fleurs de jeune âge à ce moment-là. Alors on a dit, c'est pas le moment de la liberté. Et taille la route, et quand on est parti en Angleterre, on ne demandait qu'à se bagarrer, quoi. Le choix a été vite fait de répondre à l'appel. On ne s'est pas posé la question en se disant un armistice est signé, bon bien, la population était axée, si vous voulez, vers l'autre côté. Hein. C'était peut-être un fait bizarre, mais elle tournait pratiquement le dos au continent. J'ai entendu un de mes beaux-frères raconter le départ. Il n'était pas question qu'il parte. Il était au séminaire, et donc il avait ses études en cours. Et mon beau-père, ayant fait une longue guerre de 14, lui disait, tu fais tes études, tu finis tes études, sur le moment. Et après, les idées venant, je pars. Et il a donc enlevé sa soutane, il a emprunté, puisque sous sa soutane, on était l'été, il était en short, il a emprunté un pantalon bleu, et il est parti avec les autres. Mais sur le moment, disons, il ne partait pas d'emblée. C'est grâce aux anciens qu'on est parti en Angleterre. C'est eux qui nous ont incités. On n'a qu'à nous suivre et on ira en Angleterre. Mais j'aurais jamais cru que ma mère m'aurait dit de partir, parce que c'était elle qui commandait, c'était pas moi. J'avais 15 ans, c'est tout. Et on se demandait entre mômes, est-ce qu'on pourrait pas nous aller aussi, sans savoir exactement. Évidemment, on était beaucoup trop jeunes, mais tous les marins partaient. On savait que c'était la guerre, mais un peu comment dirais-je, la drôle de guerre, comme on dit, quoi. On ne savait pas au juste pourquoi les gens partaient. Et faire la guerre où? Quand mon père revenait à la maison, il disait « Ah, je crois qu'il faudra partir ». Alors maman lui disait « Ben non, tu vas pas me laisser seule avec les 3 petits, là, comment je vais faire ?» Et alors elle se disait en elle-même, mais viendra un jour quand même où il sera décidé à partir et rien ne l'arrêtera. Et donc, le jour est arrivé où un soir il vient à la maison, il dit, bon, il y a eu l'appel du général, qui est en Angleterre, le général de Gaulle, et il va falloir partir, les bateaux vont partir incessamment, demain, et puis donc, je suis décidée à partir. Étant donné l'emprise qu'avait la religion sur la population de l'île à l'époque, je ne peux pas dissocier le fait de la religion et de la patrie. Mon père avait beaucoup de foi, et la patrie, pour lui, Dieu est patrie, ah oui. Parce que sur son carnet de bord, il l'a mis, si le bon Dieu me demandait le sacrifice de ma vie pour sauver notre patrie, avec plaisir je la lui offrirai, que la volonté de Dieu soit faite en tout et pour tout. Les Sénans se sont toujours portés au secours des péris en mer lorsque des naufrages ou des bateaux se sont trouvés en détresse. Et cet appel auquel ils ont répondu, cet appel de la France, il est un peu inspiré par leur façon de faire générale, c'est de se porter au secours de ceux qui sont en péril. Quand on mobilise un équipage pour aller sauver des gens, les gens ne demandent pas j'ai pas de sabots, je suis en chaussons, j'ai pas mes bottes, j'ai pas de ciré. Les gens y vont, après ils voient. Et c'est simplement le bon sens et le patriotisme qui les engagent dans la conduite qui est la leur, c'est-à-dire la décision de continuer la guerre. Ce sont des hommes et des femmes simples et qui savent que, comme partout,
que lorsqu'on a perdu une guerre et qu'on se résigne à signer la paix, eh bien, les conséquences vont être dures. En cela, l'île de Sein est tout à fait exemplaire. Parce que à l'époque, on n'a pas vu beaucoup de généraux, beaucoup de ministres, beaucoup de députés rallier la France libre. On les comptait sur les doigts d'une main. Alors le lundi 24 juin au soir, aux environs de 22 heures, 2 bateaux sont venus se mettre à la cale qui se trouve derrière nous, appelée la cale Neuve. Il s'agissait du Rouennésard Maure et de la Véleda, le ravitailleur des phares. Devant le nombre de volontaires qu'il y avait, il a été décidé de réarmer des bateaux. Et les autres bateaux ont été réarmés dans la journée du 26. Il s'agissait du Rouennésard Peur, du Maristella et du Pax Vobis. Lorsque mon père est parti en Angleterre, j'avais 6 ans. Et il est donc parti sur la cale à côté, là. Il n'était pas très porté sur les effusions. Il m'a embrassé sur la cale avant de partir, ça m'a un peu surpris. Enfin, il avait dit à ma mère, qui était enceinte de 6 mois, dans 6 mois ou 1 an ou plus tard, je serai de retour. Et en fait, il est revenu près de 5 ans après. Il y avait des tas de bois sur la cale, d'où partait le bateau. Parce que peu de temps avant, il y avait un bateau qui avait échoué, le Pouldu, qui était plein de bois. Et il y avait donc des tas de bois. Et alors, les personnes, ma mère et les autres personnes qui accompagnaient leur famille qui partait, se cachaient derrière ces tas de bois. Parce qu'évidemment, on nous disait, les Allemands sont à la pointe du Raz, ils vont vous tirer dessus. Tous les jeunes et puis tous les vieux se sont partagés dans 3 ou 4 bateaux. Et on est partis presque ensemble. Pas tout à fait, mais presque. On a attendu la nuit tombée parce que pour tailler la route, quoi. Parce que autrement, les pères de jumelles étaient là, hein. Moi, j'étais parti avec le Prosper Cuyande, là. On était combien? On était peut-être 26, ça va, hein. J'étais sur la cale quand ils sont partis, quand les bateaux sont partis. Vous savez, quand on est gamin, on court partout, hein. Et par contre, je n'ai pas vu mon frère embarquer. Je ne savais pas qu'il était parti. Mon oncle m'a caché sous un phoque, parce que le patron, lui, regardait, il ne voulait pas des jeunes, mais ce qui paraît, juste à 17, 18 ans, même pas 17 ans. J'ai pris un bois de sardines, et j'ai parti chez un copain, et j'ai pris un morceau de pain chez sa fille et chez Saint-Gilsen. J'ai pris un morceau de pain noir, allez, et parti sur la cale. Et voilà, le bateau de sauvetage était là-bas aussi, et tout. Où tu vas donner, qui dit? Ben, à l'Angleterre. Avec le bateau qu'on est parti, on devait être 52, je crois. C'était le ravitailleur des phares, la Véleda. Le poste avant était plein, derrière était plein, la salle de machine à bloc. Je suis embarqué dans le bateau, puis on avait peur qu'on aurait loupé le dernier bateau. Parce que les autres ils étaient partis, on serait été content de partir avec les autres aussi, mais on ne pouvait pas aller tout le monde avec non plus, hein. Alors là, c'était le dernier suicide pour dire qui partait, hein. Ici, de la cale, alors, oui. Le prêtre qui nous bénissait pour le départ, quoi. Les bateaux étaient hackés, on embarquait, et lui, il nous donnait ses bénédictions, et on est parti à la tombée de la nuit de l'île. Je me rappelle, on a chanté la Marseillaise en partant. Ils sont partis avec De Gaulle.
quand on nous a annoncé le départ des hommes, ben, ça a été épouvantable, n'est-ce pas? Ça a fait un vide alors chez nous, un vide. L'île était en deuil, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Ma belle-sœur me dit, tu sais, Nana, tu vas trouver du changement. Quand tu vas aller à l'île, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les gens de l'île sont tous partis en Angleterre. Eh bien, c'était vrai. Quand je suis arrivée sur la cale, quand le bateau a cassé la cale, il n'y avait que quelques garçonnets, quelques jeunes. Je n'ai pas trouvé beaucoup de monde. Il y avait ma belle-mère qui était avec mon petit sur la cale en train de m'attendre. Et voilà. Ce que je sais de la guerre. Mais à peine que je suis arrivée à l'île, il n'y avait pas 8 jours, j'entends les bottes aussi dans les rues de l'île. Ils sont venus après moi. Ils sont venus après moi ici, les Allemands. On est parti d'ici le 26 au soir, et on est arrivé sur les côtes d'Angleterre le 27 au soir. Il y avait chez mes filles, hein. Ah oui, il y avait chez mes filles, hein. On a eu la chance tous d'arriver comme on était, hein. En Angleterre, sans être attaqué par aucun avion, quoi, hein. Et du beau temps qu'on a eu aussi pour aller, quoi. Ouais. Ouais. Calme plat. Le bateau, il a marché un peu sans les moteurs, quoi, sans son moteur. Puis de là, on a fait cap jusqu'au large de l'Armène. Et après, on a rebouché à tribord pour aller faire les îles anglaises, quoi. Il ne fallait pas tomber dans les îles Jersey et Guernsey, hein. Les Allemands étaient déjà là-bas, quoi. Et quelle était l'ambiance sur le bateau? Oh ben, c'était bien, quoi. C'était bien, quoi. Il y a les vieux qui trouvaient un petit coup à boire, alors. Nous autres, ça coûtait pas mal, quoi. Non, c'est ça. Ah oui. Nous autres, on envoyait un peu de café avec nous. Du café, il y avait, quoi. Enfin, quelques casse-coules, autrement, forcément, ça parlait sans rien manger, quoi. Donc chacun avait envoyé pour dire son panier, quoi. Ouais. On rentre dans le port de Penzance. Alors il y avait plein de monde sur le quai aussi, la foule partout, là. Et alors on attendait, là, on était amarrés, là, tout le monde restait à bord. Et alors, une demi-heure ou 3/4 d'heure après, il y a une dame qui vient avec je ne sais pas combien de kilos de frites qui nous a foutus sur le pont. Si. Il faut penser peut-être qu'on crevait de faim, mais enfin, des frites, des paquets de frites, là, et puis on a mis ça sur le panneau, puis on le mangeait, quoi. Quand on a débarqué sur l'escalier, monté en haut, il y a juste un autocar qui était là, on a embarqué comme des lapins dedans, allez, route, les envoyer dans un camp, et là on est tombé avec ceux qui étaient partis de l'île avant, ou le même jour, et qui étaient partis à Penzance. On s'est trouvés ensemble, quoi, dans le même camp, quoi. Ouais. Tous des civils, alors là il n'y avait pas de militaires, hein. Il n'y avait que des civils qui étaient là, hein. Les jeunes et puis les vieux, mais tous des civils, hein. Le 29 juin, on était à Londres. Tous les Iliens, quoi, ils étaient tous ceux qui sont partis de ça. Ça faisait 2 jours qu'on était à l'Empirole quand on nous a dit que le général de Gaulle venait nous voir. Et alors là, il passe en revue tous ce qu'on était là. On était environ dans les 300-400, quoi. Et alors, mais quand il a commencé à serrer la main, en ligne de fil, c'était tous des Iliens. Alors c'est là qu'il a dit qu'on était le quart de la France. Il faut savoir qu'il y avait au moins 60 ou 70 000 hommes des armées françaises en Angleterre. Mais je crois que lui-même, dans ses mémoires de guerre, a dit qu'à la fin du mois de juillet, il y avait moins de 7 000 hommes qui avaient été ralliés
et qui était prêt à continuer le combat avec lui. L'Angleterre, à ce moment-là, est dans une situation extrêmement difficile, et beaucoup d'Anglais et beaucoup de Français qui sont en Angleterre pensent que les Allemands vont tenter un débarquement. Par conséquent, l'arrivée d'une centaine de marins, d'une grosse centaine de marins de l'île de Sein, ne fait pas la révolution. Mais peu à peu, cela se sait. Et ça se sait en particulier dans ce petit monde de la France libre, dont je viens de dire que c'est un petit monde qui compte au maximum quelques milliers d'hommes. Et c'est à la fois une curiosité, parce que cette centaine de marins, dont les plus jeunes sont des mousses de 14 ou 15 ans, et dont les plus vieux ont déjà 60 ans, cette centaine de marins est assez étrange. On se demande comment ils ont pris leurs décisions ensemble, si vous voulez. Il y a une sorte de curiosité. Et d'autre part, de respect aussi pour des hommes qui, eux, n'ont pas hésité à quitter tout ce qu'ils avaient pour continuer la guerre. Et cela provoque le respect. Pour tous les postes, les forces navales libres trouvent des volontaires. Ces flottilles de chalutiers, chasseurs de sous-marins, dragueurs de mines, auxiliaires de tous ordres, sont des bateaux échappés de Boulogne, de l'île de Sein ou de Calais. Les hommes qui les arment sont des pêcheurs, rudes hommes qui n'ont jamais craint la mort. Ils sont venus trouver en Angleterre plus qu'un refuge, un nouveau poste de combat. On a demandé avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous sommes venus volontaires. On va faire la guerre. L'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du statut du personnel des forces françaises libres. S'engage à servir avec honneur, fidélité et discipline dans les forces navales françaises libres pour la durée de la guerre actuellement en cours. Aucune objection? On nous avait trouvés trop jeunes pour aller dans l'armée. Alors on nous a envoyés à Bringback, côté Liverpool, faire du scoutisme, dans un grand scout. À la fin, on a eu marre, on a écrit le général de Gaulle. On a dit qu'on n'était pas venu dans l'Angleterre pour faire du scoutisme. Alors, 3 ou 4 jours après, on nous a embarqués sur le Courbet, sur le croisière Courbet. Puis moi, j'ai passé la visite pareil, puis le docteur était là, il dit bon pour le service. Ben, j'étais brevet canonnier à 15 ans et demi, quoi. Même pas 16 ans. Quoi. Je ne sais pas si c'est pas le 12 ou le 13. Et juillet, on a quitté Londres pour venir à Portsmouth. Quand il est venu nous voir, la première chose qu'il nous avait dit, demain vous allez partir sur un bateau français et ça servira de dépôt. Il s'appelle le Courbet. Sur le Courbet, quand on est arrivé, on était tous des Iliens, bien sûr, et quelques autres marins qui s'étaient venus volontaires aussi, venus de Liverpool, pour engager avec De Gaulle. Et on n'avait rien vu, ni canon, ni mitrailleuse, ni quoi que ce soit. Alors on nous faisait voir qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Et pour finir, bon, on a pris la routine, quoi. Alors j'étais même pointeur sur un 37, là. Une école navale est ouverte à Portsmouth, sur le Courbet, puis sur le président Théodore Tissier, et sur ses annexes, les Goélettes, Étoiles et Belle-Poule. La plupart d'entre nous qui étaient à bord du Courbet, presque tous les jeunes, ça servait de machin, des canonniers, c'était canonniers que c'était, quoi. C'était la DCA, quoi, hein. Parce que là, à ce moment-là, à partir de fin juillet, quand les concours ont bien commencé à venir sur l'Angleterre, hein, on était 24 sur 24 presque au poste de combat, hein. Ah oui. Ah oui, parce que là, ils faisaient 2 raids dans la journée et 2 autres dans la nuit, ça faisait 4. Et puis au commencement, ils venaient à Rasmond, hein. Les ballons qui foutaient en l'air là pour les empêcher de s'entrebattre, tout ça, et puis le mitraille, ils foutent tout ça en l'air. Puis ça y allait, hein. Oui. Et alors il y avait un avion allemand, un gros bombardier, il nous pique dessus, il nous fout 6 bombes. Hein, le Courbet a fait, il levait plus d'1 mètre de l'eau avec. Hein, si ça aurait tombé, ces bombes-là auraient été tombées sur le Courbet, eh ben, l'île de Sein était tuée d'un seul coup. Parce qu'on était tous là. Tous. On a eu chaud, on a fait ça, pour dire que là-bas, ça a été sur le pont, hein. Donc les bombes ne tombaient pas loin, hein. Les bombes incendiaires, il y a eu sur le pont pas mal.
Et là-bas, c'est on a vu. Hein. Les bombes tombaient juste à côté, mais les pieds, c'est là en amont. Hein. Ça tirait, hein, ça claquait. Hein. On était bien vus, les Anglais, parce qu'ils savaient bien que les bateaux se défendaient. Hein. Quelques mois se sont écoulés et le chef du gouvernement français de Londres veut passer en revue les premiers bâtiments d'une marine française renouvelée. Les volontaires de Grande-Bretagne et ceux qui, au péril de leur vie, ont quitté la France envahie, forment les équipages des navires venus de France et de ceux qui nous sont cédés par nos alliés. Il y en a qui disent, mais comment ça se fait, celui-là est parti d'Angleterre, il était infirme, il n'aurait pas dû aller en Angleterre. Mais le général de Gaulle n'a pas demandé ça. Hein. Le général de Gaulle a dit à tout le monde, celui qui voulait le rallier, il n'a pas dit à eux de passer la radio avant. Hein. Même qu'ils étaient infirmes, mais tout ça c'était bon. Hein. Moi j'ai vu des types qui ne parlaient pas même du tout, ils étaient dans l'armée, hein, dans la marine. D'ici, de chez nous, là, il y en a un qui était infirme, il a fait toute la guerre sous les corvettes. Un type qui boitait là. Ah oui. Ah oui. La première nouvelle que ma mère a reçue, c'était, je crois, j'ai ça dans son journal de bord ici, là. C'était un télégramme de la Croix-Rouge, télégramme de 25 mots, expédié le 23 septembre et arrivé au mois de novembre 42 ici. Voilà. Puisqu'ils étaient tenus de ne pas dire sans doute l'endroit où ils se trouvaient, et puis ils craignaient sans doute, surtout les représailles vis-à-vis des familles, alors qu'en réalité il n'y a pas eu de choses de ce genre. Et habite ville où Madame Floch fut institutrice, alors c'était Beyrouth. Santé excellente, mais ce souci sont de savoir comment vous pouvez vivre. Courage et espoir en 1943. Et il était optimiste. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'elle a reçu en 2 ans, près de 2 ans et demi. J'avais un oncle qui n'avait que 7 ans de plus que moi, que étant fille unique, je le considérais comme mon grand frère, qui est parti à l'âge de 16 ans. C'était mon idole. Avec ma grand-mère, nous avons vécu presque dans un deuil. On n'avait pas le droit beaucoup de rire. 5 ans, c'est long, hein. Surtout sans nouvelles. On s'arrangeait pour justement parler des pères qui étaient partis et on se demandait et où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que tu penses qu'ils vont revenir et ceci et cela. Et les bonnes sœurs, parce que c'était les bonnes sœurs, hein, venaient nous séparer. Pas, non, on joue à la récréation, on ne discute pas, on ne parle pas, on n'avait pas le droit de parler, il fallait jouer. Quand on a été rationné, on avait des tickets comme partout, mais c'était pas évident d'avoir la marchandise à temps, surtout en hiver, et de deux, c'était assez restreint, au point de vue pain par exemple, c'est vraiment juste. Et je crois que quand on est enfant, on le ressent beaucoup plus, quoi, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on mange pas, pourquoi on n'a pas de pain, pourquoi il n'y a pas de sucre, pourquoi il n'y a pas de lait. Et c'était pas évident. Plus de pain. Le pain quotidien a commencé à manquer, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, très dur. Et ce qui nous sauvait un peu, c'était la cantine de l'école. On allait manger au presbytère, chez le recteur, mais très souvent, et c'est là qu'on a connu ce fameux pâté de Bernic qu'on nous faisait, qui était très bon, mais c'était pas suffisant. Hein. Alors moi, j'avais trouvé cette astuce, comme retrouvait n'importe quel gamin, en entraînant quelques autres avec moi, c'était de rendre la vie impossible aux Allemands pour pouvoir manger. Donc j'allais à l'abri du marin, et puis tant qu'on ne nous donnait pas du pain, on gueulait. Il m'est arrivé même, à coup de lance-pierre, de casser les carreaux sur l'abri du marin, et on ne comprenait pas pourquoi les Allemands ne nous donnaient pas du pain, mais ils n'en avaient pas eux-mêmes.
Et puis après, les choses se sont améliorées. De temps en temps, ils nous donnaient un repas. Donc on y allait. Il fallait pas avoir honte. Hein. Quand on a faim, on n'a pas honte. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai eu faim. Un jour, j'étais sur la cale et il y avait un monsieur, un Allemand, je me rappelle, en tricot de peau. Hein. C'était le cuisinier qui m'avait offert du pain et de la soupe. Et il parlait un peu le français, et il m'avait dit, bah, si tu veux mon petit, toi, nous on vient là tous les 15 jours, tu viens et puis je te donnerai quelque chose. Alors tous les 15 jours j'avais quelque chose. Et je me rappelle toujours de ce cuisinier allemand, de ce matelot allemand. Ça m'avait frappé parce que sur le bras gauche il avait un tatouage et c'était un boxeur bleu et un boxeur rouge. Tout ce que ce rocher, si n'est-ce pas, pouvait fournir, a été exploité à fond, de manière à ce que les mères de famille et les enfants qui étaient restés là après le départ des chefs de famille, quoi, hein, puissent survivre en attendant le retour. Il y avait quand même une surveillance très stricte de la part de une sorte de douane maritime allemande, là, la Gast. Et bon, la pêche, il y avait de la pêche, il n'y avait pas beaucoup de ventes, par exemple, mais il ne reste pas moins que quand un bateau rentrait de mer, bon, il y avait toujours une cotoriade qui était donnée gratuitement aux familles où il n'y avait plus d'hommes pour assumer la subsistance. Lorsqu'il y avait dans une famille un peu pas d'abondance, mais enfin quelque chose en plus, quoi. Bon, ben on savait donner également à la famille d'à côté parce qu'on savait qu'elle n'avait rien, quoi. Il y en avait qui avaient quelques-uns de leur famille qui étaient démobilisés comme moi et qui étaient ceux qui étaient partis, quoi. La famille de ceux qui étaient partis. Les Allemands ont appris très tôt ce qui s'était passé à l'île de Sein. Ils l'ont su très tôt. Ils n'ont jamais cherché à savoir le pourquoi de la chose, ni à exercer la moindre représaille contre qui que ce soit. C'est resté une énigme, ça le demeurera. Et moi, je n'ai jamais compris, parce qu'ils auraient très bien pu, d'une façon ou d'une autre, faire un genre de représailles sur la population siennane, puisque tous les Siennans avaient répondu à l'appel de Gaulle, et qu'ils savaient que l'île était gaulliste. Et qu'ils savaient que l'île était gaulliste. Depuis son maire jusqu'au dernier d'entre nous, quoi, hein, et puis de son recteur surtout. Les Anglais ont mis au point une formule nouvelle de convois escortés. La marine française est aussi présente à ce combat. Nos corvettes et nos avisos font partie des escorteurs. La lutte contre les sous-marins va devenir efficace. La corvette française Aconite en coulera 2 au cours du même voyage. J'étais manœuvrier. On a eu De Gaulle, on a mis comme quartier même manœuvre. Moi, c'était sa spécialité. Un type qui ne savait pas ni lire ni écrire, qui savait bien. C'était dur. Veille incessante de jour et de nuit. Les yeux rivés aux jumelles, les veilleurs explorent l'horizon. Un périscope n'est qu'un point noir sur la mer. J'ai été embarqué après sur la Rose-Lys, pour faire des convois de l'Atlantique du Nord. Ça a changé aussi. C'était très dur. Le froid surtout. Les sous-marins, tous les jours, qui foutaient des bateaux en bas, au fond. Oui. Attaques en surface. Attaques en plongée. Je peux vous le dire franchement, j'ai jamais eu peur. Vous ne pouvez pas foutre le camp, hein. Il n'y a que la flotte autour de vous. Vous êtes obligé de rester là. On n'avait pas de casse-mat, ni rien, ni de bouclier, ni de...
J'ai un canon de 20 à l'avant, et avec 2 plaques de 60 cm de chaque côté, puis mon canon au milieu, avec une lunette de visée comme ça. C'était tout. Les sous-marins sur lesquels Hitler comptait tant ont été mis en échec. Et tous les bateaux de la France libre, il y avait tous des Iliens dedans. Sur le Léopard, en 1941, on était 18 de Saint dessus. Ont gagné la bataille la plus silencieuse, la moins spectaculaire de cette guerre, la bataille de l'Atlantique. Quand mon frère est rentré, je me rappelle, il est arrivé par l'ancien courrier, quoi, qui était encore à la voile. Et comme la marée était basse, ils ont débarqué au Montbrial. Donc il fallait venir à terre avec le canot. Et le canot n'était pas encore accosté, mais comme il y avait des personnes à bord, et dont mon frère, moi je sautais à bord du canot et j'ai failli chavirer le canot avec tout le monde à bord. Parce que ça faisait quand même 5 ans que je ne l'avais pas vu, mais je l'ai tout de suite reconnu, habillé en marin évidemment. On voyait un bateau venir d'Audierne, un bateau de pêche par exemple, et il y avait un signal convenu. Ils mettaient le drapeau français, si vous voulez, au du mât. Alors on se disait, tiens, voilà des arrivants. Alors tout le monde se hâtait sur la cale pour voir, n'est-ce pas? Oui, des enfants qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas qui était leur père, évidemment. Je sais pas comment vous dire ça, mais tout le monde était étonné, si dire, de nous voir venir, parce que peut-être ils ne pensaient pas qu'on aurait pu s'échapper, je ne sais pas quoi. Mais puis il y a eu tellement de tués parmi nous, là aussi. C'était pas tout la joie dans toutes les familles de voir les autres venir aussi. C'était un peu c'était la joie d'un côté, puis tristesse de l'autre bord, quoi, parce qu'il y avait quand même une trentaine qui sont restés derrière nous. C'était pas... Le 21 février, donc une pinasse nous ramène à l'île de Saint, dont j'ai été absent exactement 4 ans, 7 mois, 20 jours, 13h30. La grande aventure est terminée, c'est la fin de son truc. Oui, alors je me rappelle quand il était rentré, donc le 21 février, le bateau avait accosté un peu avant la fin de la classe. Et bon, ben l'instituteur, qui était un prêtre, il m'a laissé sortir une demi-heure avant tout le monde, ce qui était quand même remarquable comme procédé à l'époque. Et j'ai trouvé mon père, bon ben à manger. J'étais un peu intimidé parce que ça faisait... je connaissais pas énormément. Et puis à 1h30, il regarde sa montre et il me dit il n'y a pas école aujourd'hui? Je dis si, mais tu viens de rentrer, enfin, et encore on parlait en breton, donc je vous voyais. Tu viens de rentrer, donc à l'école, ben, ça commence bien, au bout de 4 ans et demi. Et puis c'était mon premier contact avec mon père. Moi je sais que j'ai été mobilisé le 3 juillet 1945. Tu sais, qu'est-ce que j'ai eu pour partir de mes 5 ans? Ah ben, je vais te le dire. J'ai eu un costume de la belle jardinière de Paris. C'était un chiffon, hein, je ne vais plus le mettre sur le dos. Et des godasses, il y avait un peu de cuir dessus, mais des semelles en bois. Et alors, comme pognon, on a eu 170 francs chacun. Voilà. Voilà tout ce qu'on a eu. On n'a pas eu ni plus ni moins. On a tout les 5 ans. Là. Voilà. Ça vous étonne, ça, hein? Non? Ben, c'est ça. Si c'était à recommencer, je le ferais. Mais par mon âge, même âge, même tout, je le ferais pareil.
Je ne regrette pas. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 1er janvier 1946, pour honorer le ralliement collectif des Sénans au général de Gaulle, l'île de Sein est devenue l'une des 5 villes de France compagnons de la Libération.